Bonjour à tous, Johan Diniz, bienvenue sur Athlètes Mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, je reçois Johan Diniz, le recordman du monde du 50 km marche. Sur cette distance, Johan est champion du monde 2017 et triple champion d'Europe 2006, 2010, 2014. Johan le dit lui-même, sa carrière a été faite de haut et de bas, de sacres et de déceptions, de leçons aussi. Retraité depuis 2021, Johan a désormais le recul nécessaire pour analyser les grands moments de sa carrière. La marche athlétique française lui doit beaucoup, et c'était pour moi un réel plaisir d'enregistrer cet épisode avec lui. Bonne écoute. Salut Johan, bienvenue sur le podcast. Bonjour. Comme pas mal de gens, je pense, je t'ai découvert un jour d'août 2006 à Göteborg. J'étais dans le stade ce jour-là et je me souviens que sur l'écran géant, on voyait la marche et on se disait « Tiens, il y a un Français qui va gagner ». Il y a eu pour toi un avant et un après, ce jour d'août 2006 où tu es devenu champion d'Europe du 50 km à Göteborg. Déjà, je crois que personne m'attendait. Personne m'attendait. Ce qui était drôle, c'est que le parcours était le long de l'hôtel où on était hébergé à Göteborg. Donc au départ, il y avait très peu de monde de l'équipe de France. Et puis au fur et à mesure de la course, j'ai vu plein d'athlètes arriver, etc. Et puis c'était drôle. Et puis après, arrivé au stade aussi, j'ai appris que les journalistes couraient après pour retourner sur le stade parce que le président de la fédération à l'époque, qui était Bernard Amsalem, avait organisé un petit déjeuner avec la presse au Club France en se disant qu'il y avait rien, il n'y avait pas d'actualité ce jour-là le matin. Et il y avait 50 km marche, donc il y avait personne qui m'attendait. Et puis finalement, je suis arrivé sous des trompes d'eau, sorti un peu de nulle part, avec ce titre de champion d'Europe, qui n'était pas du tout écrit au départ de la course, quoi. Même pour toi, même toi, tu t'y attendais pas ? Enfin non, pour moi, j'étais plutôt dans une situation qui était assez complexe. J'avais été disqualifié au championnat de France quelques semaines avant. J'avais été disqualifié sur mes premiers championnats du monde à Helsinki, donc je me posais vraiment beaucoup de questions sur la suite à donner en fait à ma carrière, vraiment. Et je m'étais dit, vraiment cette course-là, faut que je la prenne de manière à la terminer, puis d'être concentré sur ma technique, etc. Et donc je suis resté vraiment assez longtemps dans un peloton, mais en fait il s'est délié très rapidement et je suis remonté au fur et à mesure, en fait sans trop faire d'efforts, en fait en gardant mon rythme et en arrivant en fait en étant 6e, 5e, 4e, 3e. Après deuxième assez rapidement et puis après il y a le Norvégien qui craque dans les 6 derniers kilomètres et là moi je le passe et puis après c'est là que je sens que je vais gagner ces championnats d'Europe, quoi. Mais ça faisait que 3 ans que tu faisais de la marche à l'époque, non ? Ouais, c'est ça, ouais, ça faisait j'ai commencé en 2002. En 2003 en fait, je suis allé au championnat du monde à Paris pour supporter ma collègue de club et moi je travaillais à cette époque-là dans mon club d'athlétisme qui était l'Entente Famille Stade de Reims Athlétisme. Et il y avait Eunice Barber qui avait fait médaille d'argent à l'heptathlon avec cette battle avec Carolina Klüft à l'époque. Et puis derrière, elle remporte le titre de championne du monde au 100 longueur. Et donc moi, j'accompagnais les enfants du club et du quartier dans lequel je travaillais pour le club assister au championnat du monde. Je suis allé voir la marche. Et il y a des personnes, on va dire, du milieu qui m'ont dit, tu sais que toi, en fait, tu pourrais être aussi de l'autre côté si tu te donnais un peu plus les moyens. Je commençais seulement. Et c'est là qu'on va dire que j'ai pris un peu la décision de me lancer dans une carrière d'athlète de haut niveau, en fait. Mais comment t'as commencé la marche à la base ? Parce que c'est quand même pas la discipline qui attire le plus de jeunes. J'étais pas jeune déjà. Okay. J'ai commencé en 2002, j'avais 24 ans. Mais je l'ai découvert très jeune, en fait, parce que la personne, en fait, mon maître nageur, qui m'a appris à nager à l'école primaire, il s'appelait Jean-Claude Gouvenot et il a gagné le Paris-Colmar. Donc c'était une épreuve très mythique, en fait, qui passait devant chez moi à Épernay. Et je voyais cette personne s'entraîner tout le temps, avec un geste particulier, quoi, mais qui m'attirait, en fait. Donc, moi, j'étais vraiment féru de tous les sports et quand je regardais les Jeux Olympiques à la télévision ou les championnats du monde, mes premières images, c'est Séoul en 88 et je me souviens que j'ai regardé la marche. Puis après, en 91, cette image m'a beaucoup marqué en fait au championnat du monde à Tokyo avec les deux Russes, Potachov et Perlov, qui arrivent bras dessus, à la ligne d'arrivée. On savait que voilà, c'était la chute du bloc de l'Est, c'était la fin de l'URSS, etc. Donc il y avait plein de choses qui font que, je sais pas, ça m'a traversé l'esprit. Puis de les départager, etc. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais en fait cette image, elle est restée gravée, elle était belle pour moi. Et puis un jour, voilà, je suis arrivé dans un club d'athlétisme complètement par hasard, et puis j'ai découvert qu'il y avait une grosse section de marche athlétique, et
Et j'ai voulu essayer. En fait, on n'est pas venu me chercher parce que j'étais un mauvais coureur, mais c'est plutôt moi qui est allé voir la section. J'ai dit bah tiens, j'aimerais bien essayer puisque ça m'a toujours interpellé. Et puis j'ai tout de suite eu en fait ce geste qui était un peu inné, quoi, qui était en moi depuis tout le temps, quoi. Donc après, ça a été, on va dire, assez. J'ai vite appris après à avoir une bonne technique et puis à acquérir le bon geste puisque je l'avais déjà. Donc après, il fallait juste que je progresse, bien sûr, sur le placement, etc. Mais en fait, ce geste, il était déjà à l'intérieur de moi, quoi. Et t'aurais presque déjà pu faire les Jeux d'Athènes en 2004. Ouais, j'aurais pu faire les Jeux d'Athènes en 2004. Ouais, j'ai eu une grosse déconvenue. Je pense que ça a été un des pires souvenirs de ma carrière. J'ai commencé vraiment à me donner les moyens en 2004. J'étais à deux doigts de terminer une course au championnat de France du 50 km à Mérignac. Et puis je me suis fait disqualifier au 46e kilomètre. J'étais largement sur les minima pour le 50 km. La réponse après qu'on m'a faite à l'époque, parce que je voulais retenter après ma chance, réessayer les minima juste derrière, on m'a dit que de toute façon c'était terminé et que on ne faisait pas 3h50 pour son premier 50 km. Donc ça a été une réponse qui m'a scotché. Donc je leur ai dit bon bah écoutez, je reviens dans 15 ans et puis dans 15 ans je ferai 3h50 et là vous me qualifierez. Donc en fait ça a été assez difficile et puis après bah, voilà, les gens ils ont compris que j'étais un peu un ovni dans la discipline et puis voilà, fallait me canaliser et me faire confiance. Quand je demande à mes invités ce qu'ils aiment le plus dans l'athlé, beaucoup me disent que c'est parce que c'est un sport de chiffres et que c'est objectif. En marche aussi. Non, marche, c'est un sport subjectif. Ce que j'ai dit, c'est on faisait plutôt de la marche artistique que de la marche athlétique, hein. Pour moi, au départ, j'avais un entraîneur qui était Denis Langlois, qui était mon premier entraîneur vraiment qui m'a amené vers le très haut niveau. C'est Denis qui avait vraiment cette particularité de vraiment travailler vraiment sur le fond, vraiment la caisse. Et donc avec lui, j'ai vraiment, il a vraiment fait de moi un très 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 gros moteur. En fait, c'est avec lui que j'ai acquis ce gros moteur. Mais par contre, j'avais pas la carrosserie qui allait avec le moteur, quoi. Donc, je me faisais souvent disqualifier parce que j'avais beaucoup de gestes parasites. Ma technique était pas assez en place. On va dire que j'étais certainement bien techniquement, mais c'était pas fluide, c'était pas assez délié, etc. Et tout ça, c'est parce que j'étais pas assez fort physiquement, quoi. Et donc, après quelques déconvenues, j'ai vraiment décidé que, ben, voilà, j'avais vraiment un très très gros moteur. Donc maintenant, il fallait vraiment travailler la carrosserie. Et une fois, on va dire que j'ai travaillé le physique, j'ai plus de déconvenues techniques après pendant mes courses, quoi, ou très peu, ou vraiment très très peu, quoi. Et j'ai vu que tu disais que par rapport aux Russes, par exemple, tu avais un style plus atypique qui attirait l'œil des juges aussi. Bah, je me suis beaucoup aidé. J'ai beaucoup regardé justement les marcheurs russes parce que pour moi, c'est l'école russe, c'était la plus belle des écoles et c'est toujours la plus belle des écoles, on va dire techniquement parlant. Pour moi, je me suis vraiment beaucoup servi de leur technique. Après, physiquement, j'avais pas assez d'amplitude à la base. J'avais une petite amplitude et j'étais très véloce. Et donc, il a vraiment fallu garder cette vélocité, mais augmenter cette amplitude, qui fait qu'après, ouais, j'étais quand même très proche des Russes en termes de technique. Mais physiquement, fallait que j'arrive à tenir cette technique et donc il fallait que je me renforce vraiment beaucoup physiquement. Et ça, c'est un travail après que j'ai fait beaucoup avec Pascal Chira et puis ensuite Gilles Roca qui m'a accompagné sur la fin de ma carrière. Mais le fait d'avoir un style différent de celui des autres, c'est aussi une plus grande probabilité d'être disqualifié. Au départ, forcément, parce que déjà j'étais atypique par ma taille, par ma façon de marcher, mon allure, etc. Donc je sortais un peu du lot. Donc il fallait que j'arrive un petit peu à me planquer, mais ça j'y arrivais pas trop. Donc après derrière, le fait c'était comme je disais, c'était de faire accepter cette technique et j'ai réussi à le faire. Et après, on va dire que j'ai moins eu de problèmes, mais en tout cas, et puis j'arrivais aussi à canaliser ma fougue, c'est-à-dire que quand j'avais un carton rouge ou deux cartons rouges, j'allais pas encore remettre un coup pour en avoir un troisième, quoi. J'arrivais plus à me canaliser. Quand je gagne les championnats du monde en 2017, je me souviens qu'au 25e kilomètre, j'ai deux cartons rouges. Enfin non, vers le 30-35e, je dois avoir deux cartons rouges. Je sais que je suis proche du record du monde. Enfin, vraiment, je suis vraiment pas loin du record du monde et que je l'ai vraiment dans les jambes. Mais bah, voilà, ce jour-là, en fait, j'échoue même pas. En fait, je bats le record des championnats et je fais mon deuxième meilleur temps. Mais je pense que j'aurais pu vraiment aller beaucoup plus vite que ça. Mais ce jour-là, fallait être champion du monde. Mais ça, peut-être que 5-6 ans avant, j'aurais pas été capable de le faire. En fait, je me serais dit, mais non.
faut que j'aille le plus vite possible. Pour moi, toutes mes courses, en fait, fallait mettre du punch et du panache, quoi. Et c'est ce qui tout le temps me guidait, mais des fois, cette fougue, elle m'a aussi desservi. Donc, en tout cas, ce jour-là, j'ai enfin réussi à me dire, bah non, en fait, non, faut pas battre le record du monde aujourd'hui, Johan. Aujourd'hui, faut être champion du monde. T'as 8 minutes d'avance, va pas gâcher tout ce que t'as mis en place. Donc voilà, en fait, cette maturité, je l'ai eue au fil du temps et au fil de l'eau, quoi. Mais la décision est plus difficile quand on n'a pas cette avance et qu'on se dit, bon, est-ce qu'on donne tout quitte à se faire disqualifier, mais ça peut aussi payer et on peut gagner, ou la décision est plus difficile dans ces cas-là? J'ai jamais été un coureur d'attente. Après, c'est ça, certainement, mon palmarès. Je pense que j'aurais certainement eu un palmarès beaucoup plus grand si j'avais été un coureur d'attente. Pour moi, les coureurs d'attente, c'était l'athlète australien Jared Talent, qui a un gros palmarès, mais qui a tout le temps misé sur des athlètes qui savaient que lui et lui et lui étaient dopés, ou lui et lui allaient se faire disqualifier. Il a tout le temps été dans l'attente. Moi, ça, j'ai jamais su le faire. Moi, il fallait que j'aille me mêler à la bagarre. Fallait que j'aille me mêler à la bataille avec les Russes, parce que j'aimais ça. Pour moi, la course, c'était pas attendre, c'était se mêler à une bagarre, et puis ça fonctionne un coup sur trois. Alors, on va peut-être me dire que je faisais peut-être pas preuve d'intelligence, etc. Mais moi, c'était plutôt du panache, et j'avais envie d'être acteur des courses, quoi. Voilà, donc forcément, des fois, je me battais face à 4 cyborgs, et c'était compliqué parce que des fois, il y avait des grosses courses d'équipe, et c'était compliqué de pas avoir d'alliés dans la course. J'ai eu un allié qui était à un moment Nathan Dix, l'Australien, avec qui on avait fait une belle course de panache en 2007 à Osaka, où je fais vice-champion du monde. C'était un allié vraiment quand il était avec moi sur les courses, mais après j'en ai pas eu d'autres durant toute ma carrière. Et après c'était aussi compliqué puisqu'en France on n'avait pas cette densité que pouvaient avoir les Russes, les Chinois, les Italiens, les Espagnols. Voilà, moi je me retrouvais souvent en fait le seul athlète ou avec un autre athlète qualifié sur la course, mais l'autre athlète, il pouvait pas se sacrifier pour moi sur la course parce que il faisait sa course et il était trop loin de l'élite, on va dire, enfin de la tête de course pour pouvoir en fait véritablement jouer quelque chose en équipe. Et puis c'était pas le but d'un grand championnat, quoi. C'était chacun fait sa course et puis on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes. Et quand tu dis que Nathan Dix était ton allié, c'était quelque chose dont vous discutiez avant, ou c'était juste que dans la course vous vous rendiez compte que vous aviez la même façon de gérer? On se rendait compte qu'on avait un peu la même marche, le même finish. On était deux marcheurs de 20 et 50 kilomètres. On était hyper rapides tous les deux. Donc, ouais, et puis on avait cette fougue en fait un peu en nous. On avait un peu le même tempérament que j'ai pas après retrouvé avec d'autres athlètes. Et donc, on avait ce tempérament-là qui permettait un peu par exemple, d'avoir fait une grosse course à Osaka en 2007 quand il est champion du monde et moi je suis vice-champion du monde. Et on met les Russes hors du podium. Et puis après, en 2011 aussi, malheureusement, ce jour-là, je me fais disqualifier parce que je veux pas rentrer dans le rang et on est tous les deux, en fait, à sortir encore de la tête et on s'est fait disqualifier d'ailleurs tous les deux assez rapidement sur cette course et on n'a pas vraiment compris ce jour-là cette course qui était un peu, ce qui était un peu particulière. Je venais de battre le record du monde sur piste à Reims. Et franchement, j'ai pas du tout compris cette course-là. J'ai vraiment pas compris pourquoi on s'était autant acharné sur nous, alors que souvent on dit qu'on peut pas juger à l'image. Mais je me suis refait 1000 fois la course, j'ai revu des tonnes d'images et je comprends pas pourquoi il y en a pas d'autres qui sont disqualifiés et que moi je suis disqualifié. Enfin vraiment, ce jour-là, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait eu beaucoup de subjectivité sur cette course, quoi. Et ça ne donne pas envie d'abandonner à certains moments? Après, forcément, mais après, moi, j'ai toujours cru en mes forces, en moi, et puis j'ai tout le temps réussi en tout cas, à m'entourer et à débriefer avec les bonnes personnes pour pouvoir après rebondir derrière, parce que j'aime la marche et j'ai toujours aimé ce sport. Donc après, j'avais envie de persévérer pour donner de l'amour à mon sport, quoi. Voilà. Et puis pour essayer d'être en osmose avec ma discipline, avec les juges, avec les coachs, les athlètes, etc., quoi. Est-ce que tu as conscience de ce que la marche athlétique te doit en France? Oui, enfin oui et non. Maintenant, je suis toujours un petit peu de loin maintenant, mais bon, je vois les résultats des jeunes, donc il y a vraiment une très bonne génération, que ça soit chez les garçons, mais également chez les filles. Vraiment chez les filles, je trouve qu'il y a vraiment une très belle densité qu'on n'avait pas avant, qu'on a eu à une époque. Moi, j'arrivais à peine dans la marche, c'était avec Fatia Ouali et Nora Alexir, mais c'est un autre siècle. Et après, on a eu vraiment un creux chez les filles, et là, je trouve qu'on a une densité qui est vraiment forte chez les filles.
qu'on n'a jamais eu, et ça, c'est vraiment bien. Maintenant, il leur reste encore un petit gap à passer, encore une fois, pour déjà se qualifier aux Jeux Olympiques et puis même aller chercher quelque chose, en fait. Alors que chez les garçons, on a Gabriel Bordier qui est talentueux, en plus avec ses études à côté, ses études de médecine, on voit ce qu'il arrive à faire, c'est vraiment... c'est un gamin qui est né dans la marche, en fait, qui marche depuis Benjamin, tout comme Kevin Campion. C'est vraiment des gamins qui ont attaqué la marche très très jeune, Benjamin. Donc, pour moi, ça me serait jamais venu à l'esprit de commencer en poussin ou en Benjamin la marche athlétique. Mais Gabriel, comme Kevin, en cadet, en junior, ils avaient déjà des résultats qui étaient vraiment très probants. Et là, ils continuent à le confirmer sur le devant de la scène. Et c'est bien, mais maintenant, il manque encore ce petit truc, quoi, pour aller chercher une place de finaliste ou un podium dans un grand championnat. Mais je leur souhaite. Est-ce que pendant ta carrière, tu sentais que la marche intéressait moins les sponsors, que tu n'avais pas la même valeur sur le marché, entre guillemets? Je trouve que je m'en suis plutôt très bien sorti. J'ai pu Oui, toi, vivre oui. de mon sport, alors qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai fait énormément de sacrifices, on va dire, dans ma vie professionnelle et personnelle pour pouvoir pratiquer, voilà. Et puis ensuite, c'est des rencontres, en fait. Moi, j'ai pu faire des rencontres, des bonnes rencontres, au bon moment, en fait. Et après, je pense que des partenariats, de toute façon, c'est de plus en plus compliqué. Le sponsoring a changé, en fait. Maintenant, c'était pas le résultat qui faisait qu'on ait un sponsor ou pas un sponsor, quoi. C'était plutôt notre histoire, notre lien, ce qu'on peut raconter, ce qu'on peut aussi amener au sponsoring, etc. Donc, moi, j'ai réussi à être bien entouré et puis voilà, j'ai pu en vivre. J'ai pu aussi aider d'autres marcheurs à avoir des partenariats. Donc, j'ai souvent été dans le partage, en tout cas avec les autres marcheurs français, pour qu'ils puissent bénéficier également d'équipements, etc., pour pratiquer. Mais oui, moi, bien sûr que j'ai eu cette chance, en tout cas, d'avoir des partenaires qui m'ont tout le temps soutenu. Après, certes, pas à la hauteur de nos top athlètes, alors qu'on avait le même niveau sur le papier, mais en tout cas... je peux pas me plaindre parce que même au niveau international, je faisais partie des athlètes, en tout cas dans ma discipline, qui étaient les mieux lotis, en tout cas. Mais il y a des pays, je pense, où la marche n'est pas intégrée à la fédé d'athlètes, non? Ou c'est une fédé à part? Je sais pas du tout, je me suis jamais trop posé la question, mais bon, en tout cas, on a tout le temps été dans l'athlétisme. Mais après, en France, on a tout le temps eu cette école, mais ça n'a pas été une priorité, en tout cas moins une priorité que des pays méditerranéens comme l'Espagne, l'Italie. On peut même parler du Portugal, la Grande-Bretagne, d'Irlande, un petit pays, mais qui était une vraie terre de marche. L'Allemagne, après les blocs de l'Est avec l'Europe de l'Est, et puis après il y a l'Australie, le Canada. Et puis surtout, si on voyait ces petits pays, on voit encore ce qui est beau dans la marche, c'est que on a besoin de très peu de moyens. En fait, on a besoin d'une paire de chaussures, d'un short, d'un t-shirt, de chaussettes, et c'est parti. On voit là la péruvienne qui a été double médaille d'or, Jefferson Perez qui faisait des médailles d'or aux Jeux Olympiques pour l'Équateur. Vraiment, c'est des petits pays qui pouvaient aussi profiter de ce sport. C'est plus difficile, on va dire, d'installer un bassin de 50 mètres olympique dans un pays comme celui-là, ou d'installer des installations avec de la perche sur des disciplines techniques, etc., alors que la marche, c'est beaucoup plus simple et donc beaucoup plus universel également, en fait. On pouvait voir souvent dans les pelotons énormément de pays pratiquer la marche athlétique, quoi. Alors, on était limité sur les championnats du monde à un quota d'athlètes, donc à 60-70 athlètes, mais des fois, on voyait des coupes du monde où il y avait plus de 120-130 athlètes sur une course, quoi. Donc, c'est vraiment un sport qui est vraiment beaucoup pratiqué, en fait. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu étais ton principal adversaire pendant un 50 km? Est-ce que c'était surtout un combat contre toi-même ou est-ce que c'était un combat contre les autres? Moi, je pense que le 50 km, c'est un combat contre soi-même. Après, forcément, quand on essaye d'aller chercher un résultat, un podium, etc., on a de l'adversité. Mais mon niveau faisait que j'étais déjà mon premier adversaire. Et si j'arrivais on va dire, peut-être si je m'étais mieux canalisé parfois, mais comme je pouvais dire avant, peut-être en garder un peu ou mettre moins de punch ou moins de panache. Mais malheureusement, ça, c'était ma personnalité et on pourra pas l'enlever. J'aurais certainement eu un autre palmarès, comme je disais avant, mais après, oui, un 50 km, c'est vraiment... quand j'entends dire un athlète de haut niveau, ouais, il a pas le mental, ça veut rien dire en fait. On a tous du mental en fait, mais après dans le 50 km, c'était une endurance mentale en fait. Je vais dire, c'est réussir à tenir 3h45, 4h en faisant rentrer le moins d'émotions possible en fait. C'est-à-dire essayer vraiment de se créer cette bulle et à l'intérieur de cette bulle y avoir mis 3-4 informations, mais après faut essayer que rien rentre à l'intérieur après, donc c'est assez difficile et ça se prépare vraiment tout au long de l'année.
à l'entraînement, sur de la visualisation, mais également, moi, je me suis fait aider également par des psychologues, par de la sophrologie, par des exercices différents de préparation mentale, de visualisation, pour essayer justement le jour J d'essayer de faire rentrer le moins d'émotions possible et puis d'avoir cette endurance mentale en fait qui fait que il y a l'endurance physique mais il y avait aussi l'endurance mentale sur le 50 km qui est énorme comme sur un décathlon quoi. On est là pendant 2 jours, on voit qu'il y a cette endurance physique mais il y a cette force mentale aussi, cette endurance mentale qu'il faut avoir de se dire enfin voilà, j'ai 48 heures où je dois être focus pendant 48 heures et là nous c'était pendant 4 heures d'affilée quoi. Et ça pouvait être compliqué forcément. Et puis après avec les aléas des courses etc. Forcément, il fallait bien réussir à travailler toutes les stratégies, enfin, essayer en fait de penser à ce qui peut arriver, à mettre le coup d'après en fait, ou à penser au coup d'après, quoi. Mais contrairement au décathlon où il y a 10 épreuves différentes et où ils peuvent limite tourner la page de l'épreuve précédente, vous, ça paraît très monotone. Bien sûr. Encore plus quand c'est une boucle. Monotone, oui et non. En fait, la course, moi, je la visualisais souvent, en fait. C'est-à-dire que pour moi, il y avait 3 ou 4 choses qui étaient vraiment essentielles. Il y avait le ravitaillement qui fait vraiment partie du 50 km parce que, au niveau énergétique, on est la discipline de l'athlétisme qui consommait le plus au niveau énergétique, quoi, et la plus longue. Donc, le ravitaillement, il était primordial. Donc, à chaque tour, il y avait forcément quelque chose avec le ravitaillement. Donc prendre de l'eau, enfin une boisson, etc. Ou un gel, enfin ainsi de suite. Donc ça, il y avait forcément le ravitaillement. Ensuite, il y avait mon entraîneur qui était sur un autre point du parcours, quelqu'un qui faisait les écarts et revenir sur la ligne avec le tableau des pénalités. Donc ça, pour moi, c'était les 4 points, on va dire, du parcours sur lesquels je devais être attentif en fait, et qui me permettaient en fait de créer une musique et de rester concentré sur le parcours. Après, bien sûr, je pouvais y faire rentrer une émotion avec ma famille qui était là parce que c'était des voix familiales qui pouvaient me pénétrer, on va dire, mais des fois, j'essayais de pas avoir plus que ça d'émotion ou vraiment laisser les bruits extérieurs à l'extérieur et qui me pénètrent pas pour vraiment rester focus et pas être dans l'euphorie en fait ou dans le défaitisme quoi. Donc ça c'était assez compliqué mais c'était des routines en tout cas que je mettais en place moi sur le 50 km déjà pour pas le rendre monotone et puis après quand j'ai su travailler un peu différemment, c'est-à-dire en mettant des variations d'allure, c'est aussi là que je me suis plus amusé. C'est-à-dire que je m'amusais aussi beaucoup avec mes adversaires, où j'étais un des seuls à pouvoir marcher de façon très irrégulière, en fait, où je m'amusais à me mettre à 4,30 au kilo, après à faire 1 kilomètre en 4,10, me remettre en 4,25, faire 4,5, 4,20. Et ça usait mes adversaires. Et moi, je m'amusais. Donc, c'était quelque chose qui rendait pas mon 50 kilomètres monotone, en fait. Et c'est quoi aussi la part d'intox entre vous, de peut-être essayer d'envoyer certains signaux à l'adversaire pour donner l'impression qu'on est moins bien alors qu'en fait ça va, ou des trucs comme ça? Ouais, moi, clairement, j'ai jamais fait d'intox. J'ai jamais fait Ok. d'intox dans un 50 km. Quand je me sentais mal, je me sentais mal et on le voyait tout de suite. Et puis quand j'étais bien, une fois, en fait, une fois j'ai fait de l'intox, c'est quand j'ai battu le record du monde en 2014 à Zurich. Déjà, je suis parti prudemment. Je suis remonté assez rapidement après sur les 2 Russes qui étaient partis devant, pleine balle. L'année d'avant, je les avais battus à la Coupe d'Europe et au Championnat du Monde à Moscou. Ils m'avaient mis une fessée. Donc, je m'étais dit que là, il faut que j'arrive à les battre. Et donc, je les ai laissés partir, mais dans le peloton, il y a personne en fait qui les a laissés prendre la main. Enfin, qui a voulu prendre la main pour rattraper ces Russes. Donc, on a vite eu 1 minute de retard au bout du 8e kilomètre. Et là, moi, je me souviens, j'ai dit non, mais c'est pas possible de leur laisser 1 minute. Donc, faut vite que j'aille recombler ce retard. Donc, je crois qu'entre le 8e et le 13e ou 14e kilomètre, j'arrive à reprendre 7 minutes en 6 kilomètres. Je reviens avec eux. Et puis après, c'est une bataille avec les deux. Et puis, il y en a un qui saute. Et puis après, on se retrouve plus que deux, Michael Rizov et moi. Et là, je me souviens, au 28e kilomètre, on allait vraiment vite, mais je regardais même pas ma montre, mais je voyais qu'on était rapide et j'avais besoin de souffler, en fait. Je me suis dit, voilà, j'ai besoin un petit peu de souffler avant de poser mon as de pique, en fait, parce que pour moi, le 50 km, c'était pas, la philosophie, moi, qu'on m'avait appris, c'était, écoute, un 50, c'est 35 km et puis après, les 15 derniers, c'est de la survie. Et pour moi, c'était pas ça, en fait. Pour moi, le 50, c'était, les 35 premiers, on fait du bluff ou on fait de la fraîcheur et puis on donne tout sur les 15 derniers, quoi. Et donc, en fait, ce jour-là, au 28e, on va dire que je l'ai laissé un peu partir, mais en maintenant l'écart à 6 secondes. Jusqu'au 33e kilomètre, j'avais 6 secondes, et au 33e, je reviens sur lui. Et là, c'est fini, en fait. Quand je reviens sur lui, je sais que là, je vais
porter une estocade et qui peut pas y répondre parce que psychologiquement il pensait qu'il avait fait l'écart, et là quand j'ai porté l'estocade, ça a fait mal, et puis il finit même pas sur le podium, quoi. On avait 3 ou 4 minutes d'avance déjà, et il finit 4e de la course, et moi je gagne avec le record du monde à la clé ce jour-là. C'était le seul jour où j'ai vraiment fait du bluff sur une course. Et en plus, ce jour-là, tu aurais pu faire encore mieux niveau chronométrique si tu t'étais pas arrêté pour prendre le drapeau portugais. Oui, j'ai peut-être perdu 15-20 secondes, mais rien n'était calculé comme d'habitude, hein. Cette année-là, j'avais perdu ma grand-mère, enfin mes grands-parents, et ma grand-mère notamment qui m'a élevé. Voilà, mes grands-parents étaient portugais, donc je sais pas pourquoi en fait. Ça avait été une période très compliquée, 2014, parce que je revenais déjà, j'avais connu une grosse dépression en 2013, je venais de perdre ma grand-mère, et donc je sais pas en fait. J'arrive devant, il y a tout le temps ces tables de ravitaillement, quoi, qui sont pas loin de la ligne d'arrivée, enfin qui sont à 200-300 mètres de la ligne d'arrivée. Et là, je sais pas pourquoi en fait, j'avais déjà mon petit drapeau France, et puis je sais pas, je passe devant la table du Portugal et je dis, vas-y, file-moi un drapeau, mais et je le connaissais très bien, mais en fait, je savais même pas s'il avait un drapeau ou pas en fait, et il avait un drapeau, et j'ai pu, on va dire, remercier mes grands-parents de m'avoir permis d'être là ce jour-là, voilà, parce que peut-être que sans eux, j'aurais jamais connu tout ça, parce que c'est grâce aux valeurs qu'ils m'ont apportées, etc., que j'ai pu être là ce jour-là, et avec ce chrono, etc., quoi. Et j'ai tout le temps été dans le partage, donc pour moi c'était important de partager avec mes grands-parents. Et puis il y avait ma sœur qui était là ce jour-là, etc., qui c'était la première fois qu'elle venait me voir sur une compétition. Mes grands-parents avaient aussi élevé ma sœur, donc il y avait certainement quelque chose de très introspectif et très spirituel à l'intérieur de tout ça. Et puis après, derrière, je bats le record du monde, il a jamais été battu. J'étais pas à 15 secondes près, quoi. Quand tu as gagné les Mondiaux de Londres en 2017, c'était sur le même parcours que celui des Jeux de Londres en 2012. Ouais. Les Jeux de Londres, tu as été disqualifié pour ravitaillement hors zone. Ouais. Est-ce que c'était une sorte de revanche pour toi? Ouais, franchement, pour moi, si j'avais dû être champion olympique, je pense que c'était ce jour-là, c'était en 2012. Vraiment, j'avais toutes les cartes en main. Et on s'est pas entendu avec mon entraîneur. Et c'est ce jour-là où j'ai décidé que la stratégie, c'était moi qui décidais et personne d'autre. Parce que ce jour-là, en fait, je me souviendrai toujours, c'est encore au 33e ou au 34e kilomètre, hein, quand tout se passe, hein, sur un 50 km, où je décide, en fait, enfin, je sens la course, je la sens super bien, le parcours, je le sens bien, j'adore ce parcours, etc. Et puis c'est encore une super bagarre, on est encore à 6-7 à pouvoir jouer sur ce titre olympique. Et là, je sais pas, je sens en moi, enfin au niveau d'une boule, au niveau du ventre, quoi, que je sens que c'est là qu'il faut y aller, quoi. Et je porte une attaque, une forte attaque, et tout de suite j'arrive à me détacher. Je prends vite 20-30 secondes d'avance. Et 2 kilomètres plus loin, je reviens, et là je vois mon entraîneur qui me dit non mais c'est pas le moment de sortir, faut que tu rentres dans le peloton. Et là je me dis waouh. Je me dis en fait, et l'année d'avant je m'étais fait disqualifier à Daegu, donc c'était les conséquences de la course de Daegu en 2011, qui a fait qu'en 2012 je manquais peut-être de confiance et de sérénité, et c'est une des seules fois où j'ai écouté, vraiment vraiment écouté. Et ça m'a complètement déstabilisé. Et en fait, derrière, je suis sur un faux rythme et je me laisse reprendre, et je suis abattu, en fait. Je suis complètement abattu. Parce que pour moi, c'était là qu'il fallait y aller, et c'était là que je posais mon as de pique, encore une fois. Et derrière, forcément, je me fais contrer, parce que là, on est en pleine course. Et puis, je sais pas quoi faire, en fait, quoi. Je suis complètement perdu, quoi. Je me dis, en fait, qu'est-ce que je fais? J'y vais, je reste dans le peloton, donc j'y vais pas. Je m'égare, en fait, je suis complètement perdu, je me prends une barrière, je tombe par terre parce que je suis plus du tout lucide, en fait. Et après, je sais pas ce qui se passe, en fait. Je prends une bouteille pour m'essuyer la jambe, en fait, même pas pour me ravitailler, mais pour me rincer la jambe parce que je saigne, je me fais mal. Et puis je me fais disqualifier après la ligne d'arrivée, en fait, où je termine 7e de la course, je crois, et je me fais disqualifier après la ligne d'arrivée. Enfin, on me laisse finir. Et puis derrière, c'est Laurence Dacoury qui m'annonce que je suis disqualifié, maintenant on peut porter réclamation ou pas, et on n'a pas fait de proteste, enfin, donc ça a été un peu dur, vraiment très dur, parce que vraiment je pense que c'est vraiment ce jour-là, j'étais vraiment très 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 fort. Et donc en 2017 je savais que le titre il pouvait pas m'échapper, parce que c'était mon parcours préféré, et il fallait que je remette en plus les pendules à l'heure avec ce qui s'était passé à Rio. Parce qu'à Rio, pareil, j'étais vraiment, vraiment costaud. Bon, j'ai fait finaliste, mais au bout de quel effort et de quel prix, quoi, parce que j'ai vraiment failli rester le jour-là. Et encore une fois, je sais pas ce qui s'est passé.
j'ai eu un coup de moins bien, on va dire, c'est même pas physique, là, ça a été au niveau de la santé, quoi, vraiment en termes de santé. Et j'étais dépité parce que pour moi, c'était une course qui était vraiment pour moi. Alors on dit parti vite, pas parti vite, mais j'étais vraiment sur mes allures et tout le temps même sur mes allures, chaleur ou pas chaleur, c'est pas ça. Et après, voilà, l'année d'après, il y avait tous les éléments qui faisaient que j'allais faire une grande course en fait, parce que j'étais sur mon parcours préféré et c'était l'année d'après les Jeux où ça s'était pas très bien passé, mais j'avais quand même eu cette place de finaliste et il fallait que je remette les pendules à l'heure et je les ai bien mises à l'heure d'ailleurs, avec cette petite métaphore, les pendules à l'heure avec Big Ben qui était pas loin. Donc, je les ai bien remises et ça a été une course magnifique dans un cadre magnifique avec un public top et avec tous mes proches qui étaient là et puis tout le monde qui attendait ça en fait. Et puis pour l'athlète, c'était juste fabuleux quoi, parce que il y a Pierre Ambroise qui avait gagné cette médaille avec un panache de dingue, Kevin qui venait d'être aussi titré. Et puis moi qui arrive derrière et qui fait cette 3e médaille individuelle, plus après Mélina qui va chercher cette médaille, plus les relais à côté. Donc on a vraiment fait des super championnats du monde. Et puis tout ça, ça avait été un travail. Ça avait été travaillé depuis, je vais dire, depuis 2008-2009, quoi, depuis l'arrivée de Gagny. Tout ça, c'était le travail de Gagny Yalouz jusqu'en 2017, quoi, qui avait vraiment porté ses fruits, où on avait une équipe qui était soudée, qui avait énormément de cohésion et où on arrivait vraiment à être un gros collectif, en fait, un gros collectif, et c'était hyper important. La décision d'arrêter était facile? La décision d'arrêter, elle a été très facile, elle aurait même dû être plus facile, parce que pour moi, le 2021, avec le recul, c'est vraiment l'année de trop, en fait. Le Covid m'a pas fait du bien du tout. Déjà physiquement, j'ai dû l'avoir au moins 2 ou 3 fois, mais après, en termes de préparation, quoi, c'était 2020, je m'étais vraiment préparé à affronter, on va dire, le climat, etc., au Japon. Donc, je savais à quoi m'attendre, je l'avais déjà fait à Osaka, me préparer dans ces conditions. Donc en 2020, j'avais mis toutes les choses en place pour préparer ça, et puis tout s'arrête au mois de mars-avril. Enfin, et puis nous, pour les athlètes, en fait, on avait cette chance encore de pouvoir s'entraîner et de pouvoir faire des choses par rapport à tout le monde qui était confiné. Nous, on avait au moins cette chance de pouvoir sortir 1 heure dans la journée, voire 2 fois 1 heure. J'arrivais à tricher, sortir 2 fois 1 heure à 200 mètres de chez moi, je m'entraînais sur un parking. Mais en fait, d'être dans l'expectative, savoir si on y va, on n'y va pas. Après, on prend la décision qu'on reporte les Jeux Olympiques à 2021 et refaire toute cette préparation que j'avais déjà mise en place depuis fin 2019, en 2020, et la remettre en 2021. Je pense qu'en fait, plus je voyais la préparation avancer, plus j'étais fatigué, en fait. Plus j'étais fatigué, pas physiquement, mais mentalement, quoi. J'étais fatigué. C'était l'année de trop. J'ai pas pris du tout de plaisir en 2021 et en fait sur la course j'ai pris aucun plaisir et c'était la course de trop. S'il y avait eu un an de moins, parce qu'en 2019 je gagne la Coupe d'Europe encore en 3h37 avec tous mes adversaires, le champion d'Europe en titre qui était là, le Ukrainien, etc. Enfin vraiment avec le Slovaque, etc. Donc tous mes adversaires qui étaient souvent aux avant-postes. Et je gagne cette Coupe d'Europe encore avec panache, encore avec 7 ou 8 minutes d'avance ce jour-là. Donc 2020, je sais très bien que je serai encore là et en grande forme. Donc je mets tout en place, mais je pense qu'en 2021, c'était trop tard, quoi. J'étais fatigué, j'étais vraiment usé mentalement de refaire une fois cette préparation dans une chambre thermique, être enfermé dans une chambre thermique, être loin de ses enfants, passer. Alors après, on va me dire, c'est ton métier, t'as signé pour ça, etc. Mais faire 10 jours par mois enfermé dans une bulle sur un tapis roulant à s'entraîner. Ouais, je l'ai fait en 2020, mais j'ai pas réussi. Enfin, je l'ai refait en 2021, mais je pense que je me suis battu déjà en fait pour faire ça en 2021, en fait, pour être prêt à Tokyo en fait. Et j'avais déjà mis en fait toutes mes armes dans la bataille pour arriver prêt en fait sur la course, mais après j'avais plus ce mental après pour me battre après le jour de la course, si je pouvais résumer ça. Je me suis battu à être prêt, ça j'y étais, mais après derrière j'avais plus cette force mentale quand j'étais sur cette ligne de départ, quoi. Alors après, par contre, ce qui m'a touché, c'est que, en fait, comme tout le monde savait que c'était ma dernière, en tout cas dans tout le milieu, on va dire tous mes pairs, quoi, le milieu international est venu me voir et m'a remercié en fait pour tout ce que j'avais fait en fait pour la discipline. Parce qu'on parle au niveau français, mais aussi au niveau international, quoi. On m'a dit que voilà, j'avais tout le temps été vrai, j'ai jamais triché avec mes adversaires, avec moi-même, j'ai essayer de mettre au maximum ma discipline en avant au niveau international.
et vraiment d'avoir la reconnaissance un peu de tout le monde, quoi. Tout le monde vient te dire merci, vient te dire au revoir, vient te dire bon alors ça y est, c'est vrai, t'arrêtes, tu vas nous manquer, etc. Ouais, bah pour moi en fait c'est comme une médaille en fait parce que c'est une reconnaissance de tous ses pairs et c'est montrer aussi que bah ouais j'ai laissé mon empreinte dans ce sport, quoi. Et ton record du monde du 50 km, au final, tu vas peut-être le garder pour l'éternité, ou je sais pas, parce que le 50 km est quand même beaucoup moins couru maintenant. Bah, on verra bien. Maintenant, il parle déjà là, le 35 km s'arrête avec une épreuve de relais lors des Jeux Olympiques. Là, ça aura pas lieu. Enfin, déjà là, il n'y en aura pas cette année aux Jeux Olympiques. Ça sera un 20 km et un relais. Il parle après de remettre une épreuve plus longue. Donc, en gros, moi, la proposition que j'avais faite à l'époque, quand Renaud Lavillenie était à la commission des athlètes, hein, avec Valérie Adams, c'était je savais qu'il y avait une réforme. Donc, nous, on était vraiment pour le maintien du 50 km parce qu'en plus, où on a été très hypocrite, en fait, c'est qu'on a dit, ouais, on joue la mixité et on veut du 50-50, c'est le cas de le dire, sur le peloton, mais ça, c'était un faux argument puisque la discipline avait été ouverte aux femmes en 2015. En 2017, c'est sûr, elles étaient pas beaucoup au premier championnat du monde, elles devaient être 7, mais à Doha, en fait, elles étaient une quarantaine. Donc, il y avait la mixité en fait dans l'épreuve et on avait en fait coupé l'herbe sous le pied aux femmes parce qu'en fait toutes ces femmes qui venaient du 20 km et qui s'étaient dit on va monter sur le 50 km et on va se préparer là-dessus, je pense à Elena Giorgi etc qui était championne du monde en titre, qui se sont sacrifiées pour cette discipline et derrière on leur a coupé l'herbe sur le pied, on leur a pas donné la possibilité de participer aux 50 km et j'ai trouvé ça très hypocrite de la part de World Athletics quoi et de tous les gens qui ont tué cette épreuve parce que on va dire que c'était vraiment l'épreuve la plus longue et où il y avait le plus de rebondissements. Après, moi, la concession qu'on était prêt à faire avec beaucoup d'athlètes, c'était uniformiser les épreuves. C'est-à-dire, si on voulait lui donner plus de visibilité, c'était le 20 km, le passer, le mettre faire un semi-marathon, et puis le 50 km, le réduire et en faire un marathon. Voilà, et là, on aurait eu de la visibilité et même pouvoir se jauger par rapport aussi au grand public, en fait, qui court un semi, qui court un marathon, qui voit, oh la vache, les gars, finalement, le gars qui fait 1h17 au 20 km, ça fait 1h20 et quelques sur un semi, un temps de passage sur 50 km, moi c'était 2h58 et quelques, 2h57 et quelques, donc derrière là ça parle en fait on va dire et ça aurait peut-être été je pense la solution pour moi quoi. Mais cette mixité pour moi c'était un faux argument quoi. Mais cette idée de la distance du marathon, un certain Robert Korzenowski m'en a parlé aussi sur le podcast. D'accord. Il a gagné 2-3 médailles dans sa Ouais, carrière. bien sûr, bien sûr. J'y faisais allusion tout à l'heure, il y a une question que je pose à tout le monde dans le podcast. Moi, ce que j'aime le plus dans l'athlé, c'est que c'est un sport universel. Qu'est-ce que toi, t'aimes le plus dans l'athlé ? Pareil, c'est cette universalité qu'on a vraiment, puis ces rencontres et puis ce mélange en fait de disciplines où voilà, moi j'ai eu la chance de pas me rester cloisonné avec la marche quoi, mais connaître je répète encore une fois, mais Gani Yalouz, il avait vraiment instauré avec André Jiménez à l'époque vraiment une équipe. On était vraiment une équipe, quoi, un collectif et apprendre en fait, prendre chacun des petites choses de chaque discipline en fait, du lancer, des sauts, du sprint, du demi-fond, etc. En fait, prendre de chaque discipline, c'était super important de voir comment on se préparait, de quoi on avait besoin, apprendre à se connaître entre nous aussi, c'était super important et ouais, la diversité, les échanges, l'universalité font que ouais, l'athlé, ça reste toujours un sport un peu à part, quoi. Ce que j'aime, c'est que je continue maintenant à prendre beaucoup de plaisir, en tout cas à regarder l'athlétisme. Et je suis pas autant pessimiste qu'on y est depuis un certain temps, mais je trouve il y a une belle génération qui est en place. En fait, maintenant, il suffit juste peut-être de la petite étincelle des fois qui fait que ça peut prendre ou ça prend pas. En fait, peut-être que si on avait fait cette médaille l'année dernière sur le relais, mais on aurait eu les relais en milieu de session, ça n'existe pas. Mais je veux dire, si on avait eu cette petite médaille peut-être avant, peut-être que l'alchimie elle aurait pris derrière et on aurait peut-être, si ça avait souri, on aurait peut-être fait 4, 5, 6 médailles parce que finalement, on a eu des places de finalistes, beaucoup et des fois ça s'est joué à très peu de choses en fait. Donc l'athlétisme, en fait, c'est ça, comme on disait, c'est universel. Il y a plus de 200 pays qui la pratiquent et des fois, ça se joue à très peu de choses, en fait. Des fois, on oublie qu'on est aussi notre propre carrosserie. Alors, des fois, c'est sûr, on a des blessures, etc. Et ça, c'est sûr, ça, je conçois pas qu'on puisse aller blesser un grand championnat. Ça, c'est difficile. Mais
Ouais, pour moi, je pense qu'il y a qu'une petite étincelle en fait à raviver pour que les résultats arrivent. Et puis j'y crois là, je vois Thibaut Collet qui bat son record encore il y a pas longtemps, le petit Juscolo Moitet avec Willem Bellossian, Sacha Zoya, et puis des jeunes qui arrivent aussi en décathlon. Puis il y a la relève de Kevin, et puis chez les filles sur le demi-fond, quand on voit aussi sur le marathon féminin, etc. Même si on va pas jouer les premiers rôles, mais on voit qu'on a 3, 4, 5 filles qui sont capables de faire les minima comme chez les garçons. Dans toutes les disciplines, en marche, etc. Enfin, je veux dire, on a une équipe et on a une vraie qualité. Donc maintenant, je pense qu'il faut réussir à retrouver en fait un peu ce collectif et cette étincelle qui fait que ça va refonctionner. En fait, ça, j'en suis sûr. Et je suis pas pessimiste pour Paris. Moi, je pense que si ça sourit, on peut réussir à faire 4-5 médailles. J'espère que c'est toi qui as raison et pas les ronchons. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Johan d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains. Laissez 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast et parlez du podcast autour de vous. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via Tipeee, je vous mets le lien dans les notes. Tous vos dons à partir de 1 € contribuent aux prochains épisodes. Merci et à la semaine prochaine.